Bonjour, dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de Terminal S, nous allons non pas faire des rappels de cours, mais étudier une suite d'intégrales qui nous permet notamment de revoir pas mal de choses concernant bien sûr les intégrales, mais aussi la trigonométrie, et comme on va le voir, aussi les factoriels, et même des résultats de probabilité. Donc c'est un problème assez vaste, qui vaut la peine d'être étudié, qui donne des résultats intéressants, notamment sur le nombre pi, comme on va le voir un peu plus tard. Donc on définit Wn comme étant l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t à la puissance n. En effet, cette notation sinus puissance n de t est une abréviation pour sinus de t puissance n. Ceci pour tout n entier naturel. Alors, pour l'étude de cette suite d'intégrales, nous aurons besoin bien sûr des résultats sur les intégrales qui ont été vus en détail dans la dernière vidéo, dans le cours sur les intégrales. Mais nous aurons aussi besoin manifestement de résultats de trigonométrie, puisqu'on voit apparaître la fonction sinus, et peut-être aussi de quelques autres résultats. Alors, j'ai préparé une petite fiche avec un ensemble de résultats utiles. On la ressortira régulièrement quand on en aura besoin. Notons par exemple que la notation sinus puissance n est une abréviation de sinus t puissance n. On pourrait utiliser la même pour cosinus. Je ne le fais qu'une seule fois en fait, je ne le fais qu'avec cosinus carré puisqu'on a une relation très importante en trigonométrie qu'on peut comprendre en regardant le cercle trigonométrique. Si on fait cosinus carré plus sinus carré, le théorème de Pythagore nous dit que c'est égal au carré de cette hypoténuse. Or, cette hypoténuse étant un rayon du cercle, sinus de t élevé au carré plus cosinus de t élevé au carré vaut toujours 1. Autrement dit, la fonction sinus carré plus la fonction cosinus carré est égale à la fonction constante 1. Ce cercle trigonométrique lui-même est un rappel utile. On se rappelle que le cosinus et le sinus représentent l'abscisse et l'ordonnée d'un point qui se trouve à la distance algébrique t quand on parcourt le cercle dans le sens trigonométrique en partant de ce point. En ce point-là précisément, t vaut 0, ici il vaut pi sur 2, donc un angle de pi sur 2 radians c'est un angle droit, un angle de 90 degrés, et ici il vaut pi, un angle de pi radian vaut 180 degrés, c'est un angle plat. Et puis, en regardant ce cercle trigonométrique, on constate que la fonction cosinus décroît de 1 à 0 et que la fonction sinus croît de 0 à 1 quand t varie dans l'intervalle 0 pi sur 2. J'ai donc laissé ici ce rappel. Pour t entre 0 et pi sur 2, sinus croît de 0 à 1, cosinus décroît de 1 à 0. Enfin, une dernière relation, c'est les dérivées des fonctions sinus et cosinus. Donc on retiendra simplement que la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus, et que la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Quelques petits rappels maintenant sur les factoriels, je vais un petit peu plus vite dessus. Normalement, ce ne sont pas des résultats officiellement au programme de terminale, mais c'est une suite qu'on étudie forcément à un moment dans l'année. Elle est définie de la façon suivante. Par récurrence, factoriel de 0 par définition vaut 1. Et si je connais factoriel de n, qui se note n point d'exclamation, alors factoriel de n plus 1, c'est n plus une fois la factorielle de n. Une autre manière de le dire, c'est factoriel de 0 vaut 1, ceci est un cas particulier, mais ensuite, pour tous les autres, factoriel de n est le produit des entiers de 1 à n. Donc factoriel de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, etc. jusqu'à n. Une formule qu'on a rencontrée à un moment dans le cours, même si, encore une fois, ce n'est pas la formule officiellement au programme pour calculer le nombre de combinaisons de k objets dans un ensemble à n objets, c'est que ce nombre peut être calculé par cette formule, factoriel de n divisé par factoriel de k fois factoriel de n moins k. Ce nombre, on sait qu'on l'utilise notamment aux probabilités. Si l'on considère une répétition de n épreuves indépendantes pour lesquelles à chaque fois on a une probabilité de succès P et donc une probabilité d'échec 1 moins P, c'est ce que l'on appelle un schéma de Bernoulli à n répétitions avec P comme probabilité de succès,
On sait que la probabilité que le nombre de succès obtenus vale une valeur k est donnée par la formule de la loi binomiale. K parmi n fois p puissance k fois q puissance n moins k. Un cas particulier est celui du jeu de pile ou face. À ce moment-là, la probabilité de succès sera évidemment une chance sur 2, la probabilité d'échec aussi. Donc p puissance k fois q puissance n moins k, c'est simplement 1 demi puissance k plus n moins k, donc 1 demi puissance n. Et donc la probabilité de succès est simplement k parmi n divisé par 2 puissance n. Tout ceci, nous ne l'utiliserons qu'à la toute fin de cette vidéo pour voir une application des intégrales de Wallis aux probabilités. Mais une chose que nous allons utiliser plus tôt dans nos calculs, c'est cette petite remarque. La factorielle de n est définie comme le produit des entiers jusqu'à n. Que se passe-t-il si l'on prend le produit des entiers pairs? On a 2 fois 4 fois 6, etc. fois 2n, mais il s'agit de 2 fois 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 2 fois 4, etc. Autrement dit, dans le produit, nous avons des facteurs 2 qui apparaissent n fois, et puis nous avons 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. fois n, c'est-à-dire factoriel de n. Donc le produit fait 2 puissance n fois factoriel de n. Et de façon assez intéressante, le produit des entiers impairs est assez simple. 1 fois 3 fois 5 fois 7, etc. jusqu'à 2n-1. Si je le multiplie par le précédent, j'obtiens le produit de tous les entiers jusqu'à 2n. Donc le produit de celui-ci par celui-là donne factoriel de 2n. Autrement dit, celui-ci vaut factoriel de 2n divisé par le précédent. Factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel de n. Venons-en donc maintenant à l'étude de cette suite d'intégrales. Alors remarquons déjà que ces intégrales ne sont pas totalement inconnues. La première est plutôt simple. W0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus puissance 0. Mais un nombre à la puissance 0, c'est 1. Autrement dit, c'est simplement l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt. Si je regarde en termes géométriques, il s'agit donc de l'aire d'un rectangle de hauteur 1 et de largeur pi sur 2. Donc 1 fois pi sur 2, cela vaut pi sur 2. W0 vaut pi sur 2. W1 n'est pas beaucoup plus difficile à calculer. W1 est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance 1, donc de sinus de t, dt. On peut calculer cette intégrale par le théorème fondamental de l'analyse. La valeur de l'intégrale, c'est la variation d'une primitive de la fonction sinus. Or, rappelons-nous ce que l'on a dit sur les fonctions trigo. Lorsqu'on dérive cosinus, on obtient moins sinus. Si je veux une primitive de sinus, je n'ai donc qu'à prendre moins cosinus. On a donc ici la variation de moins cosinus de t entre 0 et pi sur 2. Donc moins cosinus de pi sur 2, moins cosinus de 0. Et encore une fois, regardons notre cercle trigo. Cosinus de pi sur 2 vaut 0, et cosinus de 0 vaut 1. On a donc moins 0, moins 1, cela fait 1. Bien, nous avons calculé assez facilement les deux premières intégrales de cette suite. La troisième nous pose quelques petits problèmes. Or, c'est une intégrale que l'on rencontre dans bien d'autres situations, et donc détailler son calcul peut être assez intéressant. Il existe d'ailleurs d'autres manières de le calculer que celle que je vous présente ici, notamment en utilisant la formule de cosinus de 2t. Vous pouvez essayer de redémontrer le résultat auquel on va arriver grâce à cette formule. Donc nous cherchons à calculer l'intégrale non plus de sinus de t, mais de sinus de t au carré. Et nous essaierons de trouver
une méthode de calcul que nous pourrons généraliser pour ensuite calculer aussi les intégrales suivantes. Donc voilà la question posée. Quelle est l'intégrale de sinus carré de t pour t entre 0 et pi sur 2? Si l'on veut appliquer le théorème fondamental de l'analyse, il nous faudrait une primitive de sinus carré. Or, ce n'est pas évident. Sinus carré ne semble pas être le résultat d'une formule de dérivée connue. Alors, essayons de trouver une fonction dont la dérivée contiendrait du sinus carré. Et ça, ce n'est pas très difficile. Si je prends la fonction g de t égale sinus de t fois cosinus de t, alors sa dérivée est donnée directement par la formule de la dérivée de u fois v, c'est-à-dire u'v, cosinus de t fois cosinus de t, plus uv', c'est-à-dire plus sinus de t fois moins sinus de t. En effet, plus par moins donne moins. Et puis on a une relation qui nous relie cosinus carré et sinus carré et que nous allons pouvoir utiliser. Ici, g' de t fait cosinus carré moins sinus carré. Nous cherchions uniquement à avoir sinus carré. Mais on sait que cosinus carré, c'est en fait 1 moins sinus carré. Donc le cosinus carré qui apparaît ici est en fait 1 moins sinus carré de t. On a donc 1 moins sinus carré de t moins sinus carré de t. C'est donc 1 moins 2 sinus carré de t. Nous n'avons pas trouvé une fonction dont la dérivée vaut sinus carré, mais une fonction dont la dérivée contient du sinus carré. Et cela va être suffisant pour calculer notre intégrale. Regardez, prenons simplement l'intégrale de ceci. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de g' de t dt est égale à l'intégrale de la partie de droite, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 dt, mais ça c'était w0, on la connaît, moins 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus carré de t dt, et ça c'est l'intégrale que l'on cherche. Or, qu'est-ce qu'on a à gauche? La variation de g de t entre 0 et pi sur 2. G de t étant le produit de sinus et cosinus, sinus s'annulant en 0 et cosinus s'annulant en pi sur 2, cette intégrale vaut 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et donc, on a 0 égale la valeur de W0, déjà calculée, pi sur 2, moins 2 fois l'intégrale que l'on cherche, c'est-à-dire W2. Autrement dit, W2 vaut la moitié de W0. W2 vaut pi sur 4. Une petite remarque sur le résultat auquel on est arrivé. Ce que l'on vient de prouver, c'est que la valeur moyenne de la fonction sinus carré vaut 1/2 sur l'intervalle 0 pi sur 2, mais par symétrie, on aurait la même chose sur toute une période. Ce résultat est intéressant. La valeur moyenne d'un sinus carré ou d'un cosinus carré, on pourrait le prouver aussi, vaut 1/2. Vous pouvez retenir ce résultat. Il a notamment des applications assez pratiques en physique lorsque l'on parle des oscillateurs. Maintenant, regardons la technique que nous avons utilisée pour calculer W2. Nous n'avons pas calculé directement une primitive de sinus carré, nous avons pris une fonction dont la dérivée nous a permis de relier W0 et W2. Nous allons essayer de faire de même pour calculer les termes suivants. Reprenons donc la même idée. Nous voulons avoir une fonction dont la dérivée va nous permettre de relier sinus puissance n à sinus puissance n plus 2. Posons.
une fonction qui va donc dépendre de n, gn de t, égale sinus à la puissance n plus 1 fois cosinus. En dérivant du sinus puissance n plus 1, nous obtiendrons du sinus puissance n. En dérivant du cosinus, nous obtiendrons du sinus. Le produit des deux donnera ici du sinus puissance n plus 2. C'est ce que l'on cherche. Ici, gn' de t se calcule de nouveau par simple dérivée d'un produit. Nous avons affaire ici à un produit, u fois v, où la fonction u serait sinus puissance n plus 1 de t, et la fonction v est simplement la fonction cosinus. u' de t est donné par la dérivée d'une fonction puissance appliquée à une autre fonction, donc n plus 1, fois sinus puissance n, fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus. Quant à v' de t, c'est une fonction bien connue. v' de t, dérivée de cosinus, c'est moins sinus, comme nous l'avons rappelé au début. Appliquons donc maintenant les résultats que nous venons de calculer pour le calcul de gn' de t. u', c'est n plus 1 fois sinus puissance n fois cosinus, mais nous multiplions en plus par cosinus, donc fois cosinus carré de t. Ceci pour u'v, plus uv', u c'est sinus puissance n plus 1, et v' c'est moins sinus. Sinus puissance n plus 1 fois sinus, cela donne sinus puissance n plus 2, plus par moins donne moins, le dernier terme est sinus puissance n plus 2 de t. Enfin, nous allons, comme nous l'avions fait ici, appliquer la formule fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré vaut 1 moins sinus carré. Nous avons donc n plus 1 fois sinus puissance n de t fois 1 moins sinus carré de t. Le tout moins sinus puissance n plus 2 de t. Or, en développant le premier membre, nous aurons du sinus puissance n ici et du sinus puissance n plus 2 ici. Nous aurons donc n plus 1 fois sinus puissance n de t, moins n plus 1 fois sinus puissance n plus 2, moins encore une fois sinus puissance n plus 2. Donc, on retire n plus 2 fois sinus puissance n plus 2 de t. Nous avons donc bien une relation entre du sinus puissance n et du sinus puissance n plus 2. En passant à l'intégrale, nous aurons donc une relation entre Wn et Wn plus 2. Et l'intégrale de gn' de t dt entre 0 et pi sur 2 sera la variation de gn. Mais gn de 0 vaut 0 et gn de pi sur 2 vaut 0. Donc, comme tout à l'heure, l'intégrale de ceci vaut 0 et c'est égal à n plus 1 fois l'intégrale de ceci, c'est-à-dire Wn, moins n plus 2 fois l'intégrale de ceci, c'est-à-dire Wn plus 2. Et donc, à l'issue de ce calcul qui paraissait un petit peu compliqué, on trouve une relation de récurrence qui en fait est très simple. Si j'isole Wn plus 2 là-dedans, j'ai n plus 2 fois Wn plus 2 égale n plus 1 fois Wn. Autrement dit, Wn plus 2 vaut n plus 1 sur n plus 2 fois Wn.
C'est ce que nous avions remarqué pour W2. W2 était 1/2 de W0. Mais nous aurons aussi la même chose pour les termes suivants. W3 sera 2/3 de W1. W4, 3/4 de W2. W5, 4/5 de W3, et ainsi de suite. Bien, avec ce que l'on vient de dire, on peut donc calculer tous les termes d'ordre pair à partir de W0 et tous les termes d'ordre impair à partir de W1. Autrement dit, si je veux calculer W2n, je pars de W0, W0 valait pi sur 2, puis je multiplie par les valeurs successives de n plus 1 sur n plus 2 jusqu'à ce que n plus 2 vale 2n. Autrement dit, pour calculer W2, je vais multiplier par 1/2. Puis pour calculer W4, par 3/4. Puis pour calculer W6, par 5/6, etc. Jusqu'à ce qu'on ait atteint un dénominateur qui vaut 2n. À ce moment-là, le numérateur vaudra 2n-1. W indice 2n, c'est donc pi sur 2 fois le produit des nombres impairs jusqu'à 2n divisé par le produit des nombres pairs jusqu'à 2n. Pour les termes d'ordre impair, on peut raisonner exactement de la même manière. Pour calculer W indice 2n plus 1, je pars de la valeur de W1 qui valait 1. Et puis je multiplie à chaque étape par les valeurs successives de n plus 1 sur n plus 2, jusqu'à ce que n plus 2 vale 2n plus 1. Ainsi, pour calculer W3, je fais une fois 2/3. Puis pour calculer W5, je multiplie par 4/5. Pour calculer W7, par 6/7. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dénominateur vale 2n plus 1. Et à ce moment-là, le numérateur vaut 1 de moins, c'est-à-dire 2n. Donc les termes de rang impair sont égaux au produit des nombres pairs jusqu'à 2n divisé par le produit des nombres impairs jusqu'à 2n plus 1. Nous avons des formules rationnelles pour les W2n plus 1 et pi fois des rationnels pour les W2n. Or, une chose que l'on fait assez systématiquement sur les suites d'intégrales et que l'on n'a pas fait ici, c'est remarquer que l'on a affaire à une suite dont le sens de variation est bien connu. On se rappelle que la fonction sinus, sur l'intervalle 0pi sur 2, prend ses valeurs entre 0 et 1. Donc, quel que soit t dans l'intervalle 0pi sur 2, sinus de t est compris entre 0 et 1. Si j'élève à la puissance n, sinus de t puissance n sera aussi compris entre 0 et 1. Et si je multiplie cette inéquation par sinus de t puissance n, j'obtiens que sinus de t puissance n plus 1 est compris entre 0 et sinus de t puissance n. Mais donc, la suite des Wn est décroissante. On pourrait même par un raisonnement proche prouver qu'elle est strictement décroissante, et elle est minorée par 0. On pourrait même prouver qu'elle tend vers 0. Ce n'est pas nécessaire pour la suite. Le simple fait de savoir qu'elle est décroissante va nous suffire.
Reprenons, nous avons trouvé des formules pour tous les termes de notre suite. Les termes d'ordre pair sont donnés par une formule obtenue à partir de pi sur 2 multipliée par le produit des nombres impairs jusqu'à 2n et divisé par le produit des nombres pairs jusqu'à 2n. 1 fois 3 fois 5, etc. fois 2n moins 1 divisé par 2 fois 4 fois 6, etc. fois 2n. Avec les remarques que nous avions faites au début sur la factorielle, nous avons des formules pour le produit des nombres pairs jusqu'à 2n et pour le produit des nombres impairs jusqu'à 2n. Le produit des nombres pairs jusqu'à 2n, c'est 2 puissance n fois factoriel de n, et le produit des nombres impairs, c'est factoriel de 2n divisé par le précédent. Ici, on trouve donc une formule générale pour w indice 2n, c'est pi sur 2, fois le produit des nombres impairs, c'est-à-dire factoriel de 2n, divisé par 2 puissance n factoriel de n, et divisé par le produit des nombres pairs, c'est-à-dire par 2 puissance n factoriel de n. Donc on va prendre tout simplement ce dénominateur et l'élever au carré. Nous avons une formule pour les termes d'ordre pair, et on peut remarquer que c'est pi multiplié par un nombre rationnel, même s'il paraît un petit peu compliqué. Pour les termes d'ordre impair, on a une formule qui est assez ressemblante. Il s'agit du produit des nombres pairs jusqu'à 2n plus 1 divisé par le produit des nombres impairs jusqu'à 2n plus 1. D'une façon similaire, nous pouvons l'écrire 2 fois 4 fois 6 fois etc. jusqu'à 2n divisé par 1 fois 3 fois 5, etc. jusqu'à non plus 2n moins 1 cette fois-ci, mais 2n plus 1. Autrement dit, les derniers termes sont 2n moins 1 fois 2n plus 1. S'il n'y avait pas ce 2n plus 1 au dénominateur, la formule que l'on a ici serait simplement l'inverse de celle-ci. Or celle-ci, nous savons que c'est égal à cela. On peut réutiliser donc la même formule, simplement on multipliera le dénominateur par 2n plus 1. Or factoriel de 2n fois 2n plus 1, c'est factoriel de 2n plus 1. Donc nous avons une formule pour les termes de rang impair, et ce sont des rationnels. Et puis, nous savons que la suite est décroissante. Et cela, ça implique que W indice 2n est toujours compris entre deux termes de rang impair, le suivant qui est plus petit et le précédent qui est plus grand. Ceci va donc nous donner des encadrements du nombre pi par des nombres rationnels. Réutiliser les formules ici avec les factoriels peut donner lieu à de grosses complications, donc je vais reprendre en fait, même si c'est plus long à écrire, les formules écrites avec des points de suspension. On va mieux comprendre ce qui se passe comme ceci. W indice 2n, c'est pi sur 2, fois 1 fois 3 fois 5, etc. jusqu'à 2n moins 1, divisé par 2 fois 4 fois 6, etc. fois 2n. W indice 2n plus 1, c'est 2 fois 4 fois 6, etc. jusqu'à 2n, divisé par 1 fois 3 fois 5, etc. fois
2n plus 1. Et W indice 2n moins 1, il s'agit de la même formule, mais en s'arrêtant un rang avant. Donc 2 fois 4 fois 6 fois etc. fois 2n moins 2 est divisé par 1 fois 3 fois 5 fois etc. fois 2n moins 1. Et nous pouvons isoler pi sur 2 dans cette formule en multipliant le membre de gauche et le membre de droite par l'inverse de celui-ci. Sur 2 est donc plus grand que 2 fois 2 fois 4 fois 4 fois 6 fois 6 fois etc. fois 2n, le produit des carrés des nombres pairs, divisé par 1 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7 fois 7, etc. Le dernier terme de notre produit étant 2n-1 fois 2n plus 1. C'est la manière la plus simple de l'écrire. Je fais exprès de n'écrire qu'une seule fois le 1. De toute façon, un produit par 1 ne change rien au résultat. Mais c'est sans doute le moyen le plus simple de retenir le résultat. 2 fois 2 sur 1 fois 3, fois 4 fois 4 sur 3 fois 5, fois 6 fois 6 sur 5 fois 7, etc. fois 2n-1 fois 2n plus 1. Et ici, on aurait la même chose, mais avec ici des termes qui s'arrêtent un rang avant. Donc il s'agit du même résultat que ce que l'on a ici, que je pourrais noter UN, mais avec deux termes en moins dans le produit. Il manque un 2n au numérateur et un 2n plus 1 au dénominateur. C'est donc UN fois 2n plus 1 sur 2n. En effet, si vous multipliez ici par 2n plus 1 sur 2n, vous supprimez les deux termes manquants et vous obtenez le résultat du produit de ceci par l'inverse de cela. UN, c'est 2 fois 2 sur 1 fois 3, fois 4 fois 4 sur 3 fois 5, fois 6 fois 6 sur 5 fois 7, etc. jusqu'à 2n fois 2n sur 2n moins 1 fois 2n plus 1. On peut remarquer que les numérateurs sont simplement les carrés des nombres pairs et les dénominateurs, par une formule bien connue, 2n moins 1 fois 2n plus 1, c'est 2n au carré moins 1, ce sont donc ces carrés diminués de 1. Nous avons ici 4 tiers fois 16 quinzièmes fois 36 35e fois 64 63e fois 199e, etc. fois 2n au carré sur 2n au carré moins 1. Et nous avons pi sur 2 compris entre UN et UN multiplié par 2n plus 1 sur 2n. C'est quelque chose qui tend vers 1. Cet encadrement signifie que quand n tend vers plus l'infini, UN tend vers pi sur 2. Autrement dit, la limite de la suite UN, ici, multipliée par 2, donnera pi. C'est ce qu'on appelle la formule de Wallis. Pi, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 UN, donc de 2 fois
ce produit 4 tiers fois 16 quinzièmes fois etc. le produit de tous les 4n carrés sur 4n carré moins 1. Et c'est aussi la limite du même multiplié par 1 plus 1 sur 2n, et c'est en fait toujours compris entre ces deux valeurs. Donc on a ici une suite qui tend vers pi par en dessous. Si l'on multiplie par 1 plus 1 sur 2n, on a une suite qui tend vers pi par au-dessus. On a des encadrements de pi par des nombres rationnels. Hélas, cette suite ne converge pas très vite. Mais si l'on prend la moyenne de un et de un fois 1 plus 1 sur 2n, le tout multiplié par 2, on obtient en fait assez rapidement des valeurs rapprochées intéressantes. Pour terminer, j'avais annoncé que ces suites de Wallis avaient des conséquences intéressantes en probabilité, c'est ce que nous allons voir maintenant. On se rappelle donc que si l'on tire n fois à pile ou face, la probabilité d'obtenir exactement k fois face, c'est k parmi n divisé par 2 puissance n. C'est particulièrement intéressant si l'on se dit que l'on lance notre pièce un nombre pair de fois et que l'on se demande quelle est la probabilité d'obtenir face exactement dans la moitié des cas. Autrement dit, avec 2 n lancés, quelle est la probabilité que x soit égal à n? Cette formule nous dit que cette probabilité d'obtenir exactement n faces et n piles, c'est la probabilité que x égale n dans 2 n lancés, c'est donc n parmi 2 n divisé par 2 puissance 2n. Or, ceci ressemble aux formules que l'on vient de rencontrer. Effectivement, on a une formule pour k parmi n. On se rappelle, c'est la formule pour k parmi n, c'est factoriel de n divisé par factoriel de k fois factoriel de n moins k. Si je remplace mon n par 2n et mon k par n, j'aurai donc factoriel de 2n divisé par factoriel de n fois factoriel de 2n moins n, mais c'est encore n. Ici, nous avons factoriel de 2n divisé par factoriel de n au carré et encore divisé par 2 puissance 2n, donc 2 puissance 2n fois factoriel de n au carré. On peut remarquer que c'est la formule de w indice 2n sans le pi sur 2 en facteur. C'est ce par quoi il faut multiplier pi sur 2 pour obtenir w indice 2n, la formule que nous avions trouvée ici. Factoriel de 2n sur 2 puissance 2n factoriel de n au carré. Mais c'est aussi lié à la formule de un que nous voyons au-dessus. En effet, un, c'est le produit 2 fois 4 fois 6, etc. fois 2n élevé au carré. Ceci, c'est factoriel de n fois 2 puissance n au carré, divisé par 1 fois 3 fois 5 fois 7, etc. jusqu'à 2n moins 1, fois encore la même chose, et puis multiplié par 2n plus 1. C'est-à-dire le produit des nombres impairs jusqu'à 2n moins 1, élevé au carré, et multiplié par 2n plus 1. Or, le produit des nombres impairs jusqu'à 2n moins 1, c'est factoriel de 2n divisé par factoriel de n fois 2 puissance n. Donc, ici, puisqu'il est élevé au carré,
nous avons ceci, et donc multiplié par 2n plus 1 au dénominateur. On se rappelle de plus que 2un tend vers pi. Considérons la racine de 2un. La racine de 2un va donc tendre vers racine de pi. Or, la racine de 2un, c'est la racine de 2 fois ceci. Nos puissances 4 deviendront des puissances 2, nos puissances 2 vont simplement disparaître. Le 2 en facteur va apparaître ici au numérateur, mais 2 sur 2n plus 1 va simplement être un facteur qui va apparaître sous la forme d'une racine carrée. Quant à tout le reste, nous avons n factoriel fois 2 puissance n au carré sur factoriel de 2n. Or, ceci, c'est l'inverse de cela. Autrement dit, la probabilité que l'on a ici c'est l'inverse de racine de 2un corrigé de ce terme-là qui vaut racine de 2 sur 2n plus 1. Quand n tend vers plus infini, racine de 2un tend vers racine de pi, et 2 sur 2n plus 1 va être proche de 1 sur n. Donc ceci, quand n tend vers plus infini, devient proche de 1 sur racine de npi. Cette formule nous donne le maximum d'une loi binomiale, non pas une valeur exacte, mais une valeur approchée. Le maximum de la loi binomiale pour 2n avec une probabilité p qui vaut 1,5 est donné par 1 sur racine de npi. L'apparition du nombre pi dans cette formule peut surprendre, mais maintenant nous l'avons démontré. Par exemple, si l'on lance 100 fois une pièce équilibrée, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 50 fois face? Eh bien sûr, nous avions une formule exacte, mais nous avons maintenant une formule simple, approchée, mais beaucoup plus simple. La probabilité d'obtenir 50 fois face est proche de 1 sur racine de 50 pi. Cette formule très simplifiée, donnant la réponse à un problème simple de probabilité, a été obtenue à partir de calculs d'intégrales sur des sinus. Si vous considérez le chemin que nous avons suivi, nous avons parcouru une longue distance et ça ne semblait pourtant pas évident au départ que des intégrales portant sur des sinus puissent répondre à des questions sur le jeu de pile ou face. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup avec celle-ci. À bientôt!